Bonsoir à tous. Le Monde aujourd'hui, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de votre journal. On commence tout de suite par les titres. Un service militaire obligatoire ou contractuel, cette option pourrait être adoptée en République démocratique du Congo. Le ministre de la Défense l'a révélé à l'occasion de la présentation officielle du document de politique de défense de son pays. Y aura-t-il justice pour Eram Fortuné Kolakbe? La famille de cette étudiante togolaise tuée dans le sud de la France demande des comptes. Nous le verrons avec Amena Signon, notre correspondante à Lomé au Togo. Les migrants arrivés à la frontière sud des États-Unis continueront d'être expulsés. Cette politique instaurée par Donald Trump et baptisée Titre 42 sera maintenue selon une décision de la Cour suprême et malgré les contestations des 19 États américains. En République démocratique du Congo, les autorités ont évoqué mardi la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire. Kinshasa est notamment confronté à l'offensive de la rébellion du M23 dans l'est du pays. Devant des responsables politiques et militaires, mais aussi des diplomates, le ministre de la Défense, Gilbert Kabanda, a évoqué la possibilité d'instaurer un service militaire obligatoire ou contractuel de 5 ou 10 ans. Il s'est exprimé à l'occasion de la présentation officielle du document de politique de défense de la République démocratique du Congo. Il faut construire une armée pour protéger le pays, a-t-il insisté. Selon lui, cette nouvelle politique inclut notamment l'instauration d'une industrie militaire, la création d'une armée de réserve, l'instauration d'une école de cadets, la mise en place d'une armée capable de lutter contre la cybercriminalité et la criminalité transfrontalière. Pour une analyse de cette actualité, retrouvons tout de suite Henri Désiré Nzouzi. Vous nous rejoignez via Skype de Bruxelles en Belgique. Henri Désiré, bonsoir. Bonsoir, John. Alors, un service militaire obligatoire ou des contrats de 5 ou 10 ans, comment jugez-vous cette idée et bien d'autres qui sont proposées par le ministre de la Défense? D'emblée, je dirais que j'y vois trois avantages importants. Le premier, bien évidemment, c'est celui de renforcer à la fois le sens civique et le sentiment patriotique. Ensuite, je pense que ça permet de susciter les vocations et puis surtout le plus important, c'est de renforcer effectivement les capacités d'une armée qui en a bien besoin puisqu'il s'agit aussi de pouvoir intégrer ce futur dispositif. Tout dépendra bien évidemment de la formule qui sera retenue, mais ça permettrait évidemment de pouvoir accompagner de manière efficace le processus de réforme d'une armée restructurée et intégrée à l'aune des enjeux actuels. Et nous savons que ces enjeux et défis sont extrêmement nombreux. L'armée congolaise qui fait justement cas de nombreux défis, la RDC fait face, on le sait, à un problème d'insécurité à l'est du pays. Est-ce que cette politique de défense peut permettre de ramener la paix dans cette région? Et finalement, est-ce que c'est une affaire d'hommes, je veux dire d'effectifs, ou de moyens financiers et matériels à votre avis? Mais tout est lié. Je pense qu'il faut bien évidemment, au niveau des ressources humaines, renforcer les capacités. Il faut bien évidemment accroître les moyens pour pouvoir permettre à cette armée de faire face aux défis qui sont extrêmement nombreux. Mais il faut savoir que ce qui a été annoncé, c'est sur le moyen et le long terme. Donc, il ne faudra pas perdre de vue les priorités actuelles. Ce sera un long processus. La volonté politique y est. Je pense que c'est ce que nous devrions saluer, car cela fait très longtemps que nous n'avions pas eu ce type d'annonce pour ce qui est de l'avenir de l'armée. Je note par ailleurs que dans certains pays occidentaux, il y a eu aussi des débats assez récents sur l'utilité de réintroduire justement le service civique ou militaire pour précisément faire face aux nouveaux défis qui s'imposent à tous. Alors, renforcer les capacités, mais aussi mieux armer les troupes. Le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté la semaine dernière une résolution assouplissant l'embargo sur l'exportation d'armes vers la RDC.
Qu'est-ce que cela peut changer dans la stratégie de défense de Kinshasa? Disons que cette résolution 2667 était attendue depuis très longtemps, puisqu'elle permet effectivement à la RDC de pouvoir s'équiper sans pouvoir passer par ce système des notifications. Il est beaucoup trop tôt de dire ce qui lancera de l'impact, mais ce qui est important de relever, c'est qu'aujourd'hui, ça permet en tout cas de pouvoir sereinement entrevoir l'avenir, Voilà. Et surtout permettre à la RDC de pouvoir à nouveau accroître ses capacités opérationnelles à travers l'armée nationale. Henri Désiré Zouzi, analyste politique, merci de votre disponibilité. Merci à vous. En Côte d'Ivoire, la cour d'assises d'Abidjan a condamné à la prison à perpétuité 4 accusés de l'attentat djihadiste de la ville balnéaire de Grand-Bassam qui avait fait 19 morts en mars 2016. La cour a reconnu les 4 accusés présents à l'audience coupables des faits qui leur sont reprochés et les condamne à l'emprisonnement à vie, a déclaré le juge Charles Bini. Il y a une semaine, le procureur Richard Adou avait requis la prison à perpétuité. Les 4 condamnés étaient accusés d'avoir été des complices en aidant dans le repérage des lieux. Pendant ce temps, au Burkina Faso, un communiqué de la Sonabi, la Société nationale burkinabé d'hydrocarbures, crée la panique dans la fourniture du carburant, notamment du Super 91. Il n'en fallait pas plus pour que les stations-service soient prises d'assaut par les nombreux usagers, créant ainsi une situation de pénurie. Il n'y a pas de rareté de carburant, se défend la Sonabi. De Ouagadougou, notre correspondant, Lamine Traoré. Tout est parti lundi après-midi de ce communiqué de la Nationale des hydrocarbures annonçant d'éventuelles perturbations dans la distribution du Super 91. Un message qui était adressé aux distributeurs. Tout de suite, les stations-service ont refusé du monde. Je ne sais pas si je vais avoir ou pas, parce que ça fait la 3e station comme ça. Voilà, et là, si je continue, je risque de pousser ma moto. On n'a pas de carburant. La moto, là, même si tu mets le carburant plein, demain aussi, il faudrait que tu mets le carburant. Ce n'est pas des véhicules, donc on va faire comment? Nous, on sait seulement que non, ceux qui vont souffrir, là, c'est ceux qui sont en moto. Hein. Mais depuis cette heure, je suis venu trouver qu'il n'y a pas d'essence. Je me suis arrêté pour que les citernes mettent de l'essence avant que je puisse avoir. Mais depuis cette heure-là, c'est à l'heure que je viens d'avoir essence. Et la situation est suivie par le gouvernement qui rassure qu'il n'y a pas de rupture. Nous avons des stocks qui sont au niveau des pays côtiers, qui sont en cours de chemin et qui vont nous arriver incessamment, cette nuit ou demain. Et cette situation était due à une opération de maintenance qui a été enclenchée. Ça se fait annuellement. Et ce sont des opérations qui arrivent. Ce mercredi matin encore, des usagers se bousculaient dans les stations pour avoir le précieux jus. La situation devrait revenir bientôt à la normale selon le gouvernement. Lamine Traoré pour VOA Afrique, Ouagadougou. Vivement donc, Lamine. Retour ce soir sur le meurtre d'une jeune étudiante togolaise dans le sud de la France depuis le 4 décembre dernier. La nouvelle fait le tour des réseaux sociaux. Il s'agit de Hiram Fortuné Kolakbe, 22 ans, étudiante en 3e année de gestion à l'université d'Aix-Marseille. À Lomé, la nouvelle suscite encore indignation et tristesse, surtout au sein de la famille de la victime, qui réclament justice pour leur fille. On fait le point avec notre correspondante à Lomé, Ahmed Assignon. Le jour du drame, la jeune femme venait de quitter son travail, un job d'étudiante qu'elle effectuait dans un centre commercial près de Marseille. Elle s'apprêtait à prendre un bus lorsqu'elle a été agressée mortellement à coups de couteau par un inconnu, un jeune homme âgé de 26 ans qui serait d'origine portugaise et actuellement entre les mains de la police. Selon la famille, la victime n'aurait aucun lien avec son agresseur. Une enquête est en cours en France pour faire la lumière sur ce drame. À Lomé, c'est la consternation, l'incompréhension. La famille de la jeune femme est inconsolable. Jusqu'ici, on n'arrive même pas à manger, on n'arrive pas à dormir. On souffre amèrement. On souffre amèrement, surtout ma soeur, qui est sa maman. C'est difficile. Je n'arrive pas à l'apaiser, puisque le choc est trop fort. On ne nous a pas dit qu'elle a été malade. On ne nous a pas dit qu'elle a les maux de ventre, les maux de tête. Mais subitement, lundi matin,
À 5 heures, on nous appelle, on nous dit que c'est comme ça, on l'a poignardé de plusieurs coups. C'est un choc. Nous voulons seulement que la justice soit rendue à notre fille. L'émotion est vive chez les Togolais. Au sein de la société civile, des voix s'élèvent pour réclamer justice. Pour nous, il est question d'une vie humaine. La vie humaine est sacrée et cela, en principe, doit concerner tout le monde. Et donc, ce que nous demandons, c'est que l'État togolais puisse vraiment s'impliquer et qu'on nous dise réellement les circonstances dans lesquelles notre compatriote a été fortement abattu. Et que cette justice doit être manifeste. Le gouvernement togolais s'est saisi de l'affaire dès l'annonce du drame. Une délégation a été dépêchée à Marseille pour soutenir la famille éplorée restée en France. Les autorités se sont également mobilisées pour rapatrier le corps à Lomé. De même, elles ont pris en charge toutes les dépenses liées aux cérémonies funéraires, ce que la famille a confirmé. Mais rien sur l'évolution de l'enquête à ce jour. La jeune femme sera inhumée le vendredi 30 décembre à Ouamé, son village natal, à plus de 100 km au nord-ouest de Lomé. Amena Signon pour VOA Afrique, Lomé. Ici, aux États-Unis, la Cour suprême a annoncé mardi le maintien d'une mesure prise pendant la pandémie de Covid-19 permettant d'expulser les migrants à la frontière. La levée de cette politique baptisée Titre 42 était contestée par 19 États américains qui craignaient un afflux de migrants à la frontière avec le Mexique. La décision de la Cour suprême vient briser les espoirs des migrants et demandeurs d'asile qui ont fui la violence et les inégalités en Amérique latine. Plus de précisions avec Dili Diko. Dans un refuge récemment construit à Juarez, au Mexique, certains migrants veulent attendre de voir si la situation va évoluer. Désespérés, d'autres ont décidé de traverser illégalement vers les États-Unis. Elias Rodriguez, directeur général de Hope, un centre humanitaire d'aide aux migrants, a averti que la décision de la Cour suprême de maintenir la mesure appelée Title 42 va pousser de plus en plus de migrants à trouver d'autres moyens d'entrer aux États-Unis. Je crois qu'une grande partie de toutes les personnes qui arrivent maintenant vont essayer de traverser illégalement par différents points. Je pense que ce sera plutôt une migration par les montagnes, par les endroits où il y a des ouvertures, partout où il y a une opportunité de traverser. La décision préserve ainsi une politique majeure de l'ère Trump qui devait expirer le 21 décembre. Le cas sera plaidé en février et une extension a été imposée la semaine dernière par le juge en chef John Roberts jusqu'à ce que la Haute Cour prenne une décision finale. Ángeles Colmenares, 23 ans, originaire du Venezuela, a déclaré qu'elle allait patienter à la frontière. Avec les nouvelles que nous recevons en ce moment, nos espoirs baissent, mais notre foi est toujours placée en Dieu. Pour Norki Jamar, 34 ans, également vénézuélienne, le maintien du titre 42 est extrêmement décourageant. Nous n'avons toujours rien de concret. Nous attendons que quelque chose se passe. Il sera alors temps de franchir, de faire quelque chose d'illégal. Dans le cadre des restrictions du titre 42, les autorités ont procédé à 2,5 millions d'expulsions de demandeurs d'asile arrivés aux États-Unis. Elles ont également refoulé la plupart des personnes ayant demandé l'asile à la frontière en avançant comme motif la prévention contre la propagation du Covid-19. L'appellation Title 42 fait référence à une loi de santé publique de 1944. Les défenseurs du droit à l'immigration ont intenté une action en justice pour mettre fin à l'utilisation de cette mesure. Ils ont déclaré que cette politique allait à l'encontre des obligations humanitaires des États-Unis envers les personnes fuyant des répercussions. Donald Trump est candidat à la présidence des États-Unis pour la 3e fois dans l'espoir de devenir le 2e président de l'histoire américaine à remporter des mandats non consécutifs. Les sondages d'opinion montrent que la majorité des électeurs du Parti républicain ne pensent pas qu'il devrait être le candidat. Pour savoir comment Trump se comporte dans l'un de ses bastions historiques, le correspondant national en chef de VOA, Steve Herman, s'est rendu à Mount Storm, en Virginie occidentale. C'est un récit d'Arzuma Compaoré.
Le comté de Grant, en Virginie-Occidentale, est un endroit idéal pour évaluer le soutien post-présidentiel de Donald Trump. En 2016, comme en 2020, Trump a capté environ 88% des voix ici, au cœur des Appalaches. Cette marge n'a pas surpris Camille Howard, directrice de la rédaction du Grant County Press, le seul média du comté. Comme les gens sont massivement républicains ici, quel que soit le candidat républicain sur le ticket, il va probablement gagner. Moins de 700 des 7000 électeurs du comté sont inscrits comme démocrates. Parmi eux, Frank Miller, un psychologue scolaire à la retraite, qui a du mal à comprendre pourquoi tant de ses voisins sont de fervents partisans de Trump. C'est un culte, je suis psychologue, je comprends comment fonctionnent ces sectes où la réalité est suspendue et ils se concentrent tous sur ce que le chef leur dit. Maintenant, si vous voulez vraiment les rendre fous, dites 12 années de plus. Au cours de ses 4 années de présidence, Trump a cherché à sauver l'industrie du charbon de la Virginie-Occidentale, a tourné en dérision l'énergie solaire, également en hausse dans le comté du Grant, en la qualifiant de pas assez forte, et s'est insurgé à plusieurs reprises contre les éoliennes dont il y a plus de 100 au-dessus de la ville de Mount Storm. Et ils disent que le bruit provoque le cancer. C'est vous qui me le dites, hein, d'accord? Les choses font et bien sûr c'est comme un cimetière pour oiseaux. La plupart des personnes que je connais qui ont voté pour lui auparavant voteraient à nouveau pour lui. Jody Howers est une ancienne technicienne en salle d'opération et la belle-sœur de l'assesseur du comté, Jerry Howers. Ce que vous verrez, c'est qu'il conservera la plupart de ses soutiens et les renforcera, je pense. Je pense vraiment, peu importe qui est dans la course. Et j'annonce ce soir ma candidature à la présidentielle des États-Unis. Trump a remporté 2 primaires présidentielles en Virginie-Occidentale, mais il y aura plus de challengers républicains pour la nomination en 2024 que ce qu'il a affronté en tant que candidat sortant et unique 4 ans plus tôt. Vous suivez ici Le Monde aujourd'hui. Tout de suite après la pause, nous parlerons de la plus grande économie en Afrique de l'Est, le Kenya, et de son pari sur des motos électriques. Washington Forum, le rendez-vous hebdomadaire de VOA Afrique à ne pas manquer. Chaque semaine, nous sommes ensemble pour 30 minutes pour décortiquer les grands sujets qui font l'actualité. Avec nos analystes et nos reporters, nous allons au fond des choses. Politique, économie, société, culture. Nous posons le débat et nos analystes sont là pour apporter l'éclairage. Washington Forum, c'est aussi vous, le public. Vous pouvez participer en réagissant au thème de la semaine sur nos réseaux sociaux. La rédaction de VOA Afrique vous donne rendez-vous sur ses chaînes partenaires, son site voafrique.com et sur ses plateformes numériques pour prendre part à ce forum réalisé dans nos studios à Washington. À très bientôt dans Washington Forum. Vous suivez ici Le Monde aujourd'hui, un programme de VOA Afrique. Le fonds Pertes et Dommages adopté le mois dernier lors de la conférence sur le climat COP27 vise à permettre aux nations riches d'aider les pays qui ont le plus souffert de leurs émissions et du réchauffement climatique. Au Niger, le changement climatique a alimenté la désertification et les conflits, les communautés se disputant des ressources de plus en plus rares. Henry Wilkins s'est rendu dans une communauté qui illustre comment un financement plus important peut faire la différence. Dili Diko. On dit souvent que ce sont les pays qui sont le moins responsables du changement climatique qui en souffrent le plus. C'est particulièrement vrai au Niger. Selon des organisations non gouvernementales telles que Concern International, le Niger, tout comme ses voisins sahéliens, devrait connaître une hausse des températures de 3 à 6 degrés Celsius d'ici la fin du siècle, avec des effets dévastateurs pour l'une des régions les plus pauvres et les plus difficiles à cultiver de la planète. Pourtant, en 2021, le Niger n'a produit que 0,007% des émissions mondiales.
Selon les Nations Unies, le changement climatique contribue également à l'augmentation du nombre de groupes militants liés à Al-Qaïda et à l'État islamique. Le changement climatique contribue à la détérioration des ressources naturelles. Les populations se disputent ensuite les mêmes ressources naturelles qui se raréfient. Il y a donc une corrélation directe entre le changement climatique et la sécurité. Pour aider les pays comme le Niger, un fonds pertes et dommages a été convenu lors de la récente conférence des Nations Unies sur le climat COP27 en Égypte. En théorie, les pays les plus riches et les plus gros émetteurs de gaz à effet de serre paieront pour aider les pays qui souffrent le plus du changement climatique. Le ministre de l'Environnement du Niger a déclaré à la VOA que le fonds devrait être opérationnel rapidement. Je pense, à mon avis, une urgence de rendre opérationnel ce fonds-là. Il y a une urgence de rendre non seulement opérationnel ce fonds, mais aussi l'urgence de rendre accessible. De rendre accessible à travers, en tout cas, la facilitation aux mécanismes financiers que nous trouvons qui sont très lourds pour les pays comme le Niger. Awa Koba Maegardai vit dans un village de la région frontalière du Niger avec le Nigeria, une zone qui pourrait bénéficier du fonds. Un projet mené par le groupe alimentaire mondial de l'ONU a réorganisé les pratiques agricoles du village, leur permettant de cultiver pendant la saison sèche, en plus de la saison des pluies. La production alimentaire a augmenté. Les générations plus âgées et plus jeunes du village n'ont plus besoin d'aller ailleurs pour trouver du travail, puisque nous pouvons cultiver 2 fois par an. C'est une amélioration, car il y a maintenant non seulement assez de nourriture pour vivre, mais aussi assez pour la vendre. Dans un village voisin où il n'y a pas d'assistance, un agriculteur explique qu'il n'y a pas assez à manger. Les écologistes affirment que des détails tels que le fonctionnement du fonds et la manière dont l'argent parviendra au village, comme celui de Zinder, doivent être précisés. Les inquiétudes sont que les pays en développement décident simplement de ne pas payer. Il est difficile de faire en sorte que les gouvernements débloquent les fonds. Il est difficile de les inciter à le faire, en particulier dans le contexte économique que nous connaissons actuellement au niveau mondial. La Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique n'a pas souhaité donner d'interview sur la manière dont le fonds pourrait fonctionner et sur le temps qu'il faudrait pour qu'il devienne actif. Considéré comme l'une des plus grandes économies en Afrique de l'Est, le Kenya parie sur les motos électriques. Le pays mise sur son approvisionnement en électricité à forte teneur en énergie renouvelable et sa position de centre technologique et de start-up pour mener la transition de la région vers une mobilité électrique sans émissions. C'est un récit de Blanche Sanon. Dans la capitale kenyane Nairobi, les motos sont beaucoup utilisées dans le secteur économique du pays où les engins à combustion sont moins chers et plus rapides que les voitures, mais 10 fois plus polluants selon les experts environnementaux. Depuis quelques années, le Kenya a décidé de révolutionner la moto électrique qui commence à se développer. Une nouvelle génération de start-up comme ARC Ride espère faire des vélos et motos électriques la réponse aux problèmes écologiques. Chez ARC Ride, nous nous sommes donnés comme surnom entreprise de services de batterie. Nous mettons en place l'infrastructure nécessaire pour permettre l'adoption massive de la mobilité électrique. L'entreprise ARC Ride a développé sa propre batterie qui peut être rapidement remplacée par une nouvelle lorsqu'elle est à court de jus. Une autre entreprise, rivale EcoBoda, a des idées similaires. Selon ces startups, le système d'échange de batteries permet non seulement de gagner du temps, ce qui est essentiel pour les plus d'1 million de motocyclistes kenyans, dont la plupart utilisent des motos à des fins commerciales, mais aussi de faire économiser de l'argent aux acheteurs, car de nombreux vendeurs suivent un modèle dans lequel ils restent propriétaires de la batterie, la pièce la plus chère de la moto. La start-up ARC Ride espère avoir 1000 vélos électriques sur la route d'ici la fin de 2023. Parlons à présent de cette histoire qui a défrayé la chronique en 2014, à savoir l'enlèvement de 270 filles de Chibok. Si certaines ont été libérées, les visages de 108 autres toujours portés disparus 8 ans après leur enlèvement par des insurgés islamistes
ont été sculptés dans l'argile grâce à la collaboration d'une artiste d'un groupe de potiers et d'étudiants universitaires. C'est un reportage que j'ai repris pour vous. L'œuvre d'art intitulée « Les statues respirent aussi » et conçue par l'artiste Prune Nourri se compose de 108 têtes d'argile grandeur nature réalisées par 108 étudiants de tout le Nigeria et est désormais exposée dans une galerie d'art de Lagos. Prune Nourri, auteur du projet, revient sur sa genèse. Quand je faisais la tournée de la troupe de filles des Terracotta Girls en 2014 et que j'ai entendu parler des filles de Chibok, j'ai souhaité qu'un jour je puisse créer une troupe là-bas pour parler de ces filles disparues. Mais 8 ans plus tard, elles sont toujours portées disparues. Certaines sont toujours introuvables et nous devons continuer d'en parler parce que c'est le symbole d'une souffrance qui nous concerne tous. Universal, global struggle and symbol. En 2014, environ 270 adolescents d'un collège de la ville de Chibok, dans le nord-est du pays, ont été enlevés par les militants de Boko Haram. Cet enlèvement massif a d'abord suscité l'indignation du monde entier avec le slogan « Bring back our girls » sur les médias sociaux et des personnalités de premier plan, dont la première dame américaine de l'époque, Michelle Obama, qui ont fait pression pour leur retour. Abiba Balonging, coordinatrice à Lagos du mouvement Bring Back Our Girls, se réjouit de la naissance de ce projet. Ces filles sont en détresse depuis 8 ans. Alors oui, je suis vraiment heureuse qu'un projet comme celui-ci ait vu le jour, ce qui va vraiment élever le niveau du discours et de la compréhension et même presque avoir un écho permanent dans l'histoire de notre pays sur quelque chose de tragique comme ça. Depuis lors, environ 160 filles ont été libérées, certaines après des années de captivité, mais l'histoire a cessé de faire la une des journaux. Nourri a ainsi recueilli des photos des jeunes filles disparues auprès de leurs familles et a transmis ces images aux étudiants qui ont créé les sculptures lors d'un atelier d'une journée en plein air sur le campus de l'université Obafemi Awolowo à Ife, dans le sud-ouest du Nigeria. Un petit groupe de femmes qui faisaient partie des filles enlevées et qui ont été libérées par la suite ont participé à l'atelier, de même que certains parents des femmes disparues. Une expérience réconfortante pour tous les participants. Pour les étudiants, pour nous tous qui nous sommes sentis si inutiles lorsque quelque chose d'aussi incroyable s'est produit et que vous ne pouviez rien y faire, le fait de pouvoir au moins donner une petite chose à travers des sculptures, à travers ce que nous savons faire, a été une guérison. Et pour réaliser cette œuvre, les jeunes artistes se sont inspirés de photos des têtes d'Ifé, célèbres sculptures en terre cuite réalisées dans la région il y a plusieurs siècles et considérées comme des objets culturels les plus importants du Nigeria. Le Monde aujourd'hui, fin de cette édition au nom de toute l'équipe. Merci de l'avoir suivi. Demain est un autre jour. D'ici là, passez une excellente soirée. Salut Jenny. Salut Roger. Dans Vous et Nous, on parle de sujets qui vous parlent. Dans Vous et Nous, Africains et Américains se racontent et se rencontrent. Les dernières tendances mode, mais aussi les gadgets indispensables. Les avancées technologiques, l'entrepreneuriat de jeunes, un pont entre l'Afrique et le Nouveau Monde pour diffuser nos cultures. Et les bons petits plats. Yum yum, une bonne ambiance avec nos invités. L'émission explore les réussites, les ambitions et les aspirations africaines. Elle montre une Amérique loin des clichés à taille humaine. Vous et nous. C'est vous. C'est nous. C'est vous et nous.